On lance, on y va. Yofi, shalom les koulam, bonjour à toutes et à tous, shalom, shalom. Et voilà, aujourd'hui, nous reprenons notre étude sur les grands personnages du judaïsme de ces 150 à peu près dernières années. Et voilà, on a inversé par rapport à la semaine dernière. Le cours de la semaine dernière qui avait été annoncé, c'était celui d'aujourd'hui, et celui d'aujourd'hui était celui de la semaine dernière, mais il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un grand monsieur méconnu. Et alors, vous allez me dire, tous les rabbins que j'évoque, très souvent, vous ne les connaissez pas. Comme la semaine dernière, personne ne savait qui c'était, Rabbi Yoel Moshe Salomon. Mais là, je dis méconnu dans le sens où nous, on devrait le connaître. Et même si on le connaît, eh bien, on ne sait pas à quel point il va avoir une influence dans le processus de la Géoula d'Israël. Eh bien, cet homme n'est autre que le Rav Tzadok HaKohen, ou alors plus connu, le Rav Zadok Khan. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler d'un Français. Si on a parlé d'un Polonais, ensuite on a parlé d'un Tunisien, et puis on a parlé d'un Yougoslave, et puis on a parlé après la semaine dernière, on a parlé d'un Yerushalmi qui venait de Lituanie, mais qui était en fait de nationalité allemande. Eh bien, les amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un rabbin qui a vécu et grandi et agi en France. Je parle du Rav Tzadok HaKohen, et le Rav Tzadok HaKohen, c'est les années 1839 jusqu'aux années 1905. Mais si on veut comprendre le Rav Tzadok HaKohen, nous sommes obligés de remonter 100 ans plus tôt. Et oui, alors, tous les rabbins, que les choses soient bien claires, tous les rabbins agissent dans un contexte. Que ce soit quand tu habites en Pologne, ou alors en Lituanie, ou alors en Afrique du Nord, il y a forcément un contexte autour de toi qui va faire que tu dis telle ou telle chose, tu penses telle ou telle chose, c'est normal. Ce n'est pas nouveau. Tous les rabbins, dans toutes les générations, ont toujours agi et parlé par rapport au contexte dans lequel ils étaient. Mais rien n'est comparable depuis la sortie en exil et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est comparable avec le judaïsme de France post-napoléonien. Et ça, nous devons bien le comprendre si on veut comprendre le Rav Tzadok HaKohen. Ce que je vais vous dire maintenant pendant les quelques minutes qui vont suivre, c'est quelque chose que vous savez tous. Donc, ne vous sentez pas offensés parce que je dis des choses que vous savez déjà. 1789, de la Révolution française, la prise de la Bastille. Très bien. Très bien, mais qu'en est-il au niveau des Juifs? Personne n'a jamais appelé Zadok Khan Rav, et encore moins Rav Zadok Khan. Je n'ai pas compris. Personne n'a jamais appelé Zadok Khan Rav, et encore moins, attendez, j'ai pas le chat sous les yeux. Attends. C'est comme je suis. Voilà. Voilà. On l'appelait rabbin ou grand rabbin. Ah, j'ai compris. J'ai compris ce que vous voulez dire. Oui, évidemment qu'en France, on appelle ça monsieur le rabbin ou monsieur le grand rabbin. Évidemment, j'ai pas de problème. C'est sûr que les Juifs de France, ils parlent en français et ils utilisent le terme de rabbin. Mais le Rav Tzadok HaKohen avait une correspondance avec les autres rabbins de son époque, avec les autres personnalités de son époque. Et quand les gens lui écrivaient, qui n'étaient pas de France, mais ils n'appelaient pas monsieur le grand rabbin. Comment est-ce qu'on appelle un Rav dans tout le monde juif? Harav X. En Malasot. D'accord? Donc, bien sûr qu'en France, on l'appelait monsieur le rabbin, pas de problème. Mais lorsqu'il avait un contact avec les autres rabbinim et personnalités, eh bien, les gens l'appelaient Rav Tzadok HaKohen. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Bekitsour,
Mais avant d'arriver au Rav Tzadok HaKohen, je repars sur Napoléon. La Révolution française, prise de la Bastille, nanana, on commence à se poser la question du statut des Juifs en France. Et alors que, dans un premier temps, il y aura une distinction qui sera faite entre les Juifs d'Alsace, après les Juifs d'Alsace-Lorraine, après les Juifs de la région du Sud, le comtat vénessin, il y a plein de zones, si vous voulez. Les Juifs de France, ce n'est pas un bloc. Donc évidemment qu'il va y avoir des statuts qui vont évoluer au fur et à mesure des différentes années, mais on peut dire que c'est Napoléon qui va réunir tous les Juifs qui vivent en France sous une seule et même bannière. Pourquoi Napoléon fait cela? Il ne le fait pas parce qu'il est philosémite. Il ne fait pas ça parce qu'il a envie de donner plus de force aux Juifs. Il fait ça parce qu'il a une seule crainte, c'est que le Juif de Strasbourg et le Juif de Baden-Baden ne soient plus proches l'un de l'autre que le Juif de Strasbourg et le non-Juif français de Strasbourg. C'est-à-dire que pour Napoléon, le grand danger pour des Juifs, c'est qu'il y en a qui sont de tous les côtés de la frontière. Où va leur obédience? Où va leur, leur allégeance? Et donc, la grande question pour Napoléon, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir donner à tous les Juifs qui vivent sur le territoire de l'Empire de France, qui va mettre en place, de la République qui va devenir l'Empire, est-ce qu'on peut leur donner la citoyenneté française et donc faire d'eux des Français à 100%? Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment, entre parenthèses, à partir du moment où Napoléon donne la citoyenneté aux Juifs de France, un Juif de France qui correspondrait avec un Juif prussien est passible de la peine capitale. Parce que c'est de la trahison à partir de ce moment-là. OK? Donc, vous comprenez que Napoléon, ce n'est pas juste parce qu'il était copain-copain avec les Juifs. Mais le fait est que Napoléon va mettre en place, et vous le savez, je ne vous apprends rien, va mettre en place le grand Sanhédrin de Paris. Le grand Sanhédrin de Paris. C'est en 1799, lorsque Napoléon fait le siège de la ville de Akko, qu'il va prendre cette décision qu'il faut réunir les Juifs. Et lorsque finalement, il revient en France, et lorsqu'il va décider de mettre tout ça en place, on va construire une grande assemblée de 120 membres, non, pas 120, je raconte, de 70 membres, et on va lui mettre à sa tête un homme. Un homme qui lui aussi est rabbin, grand rabbin, appelez ça comme vous voulez, le premier grand rabbin de France, à tel point que je tiens de source sûre que le consistoire central veut faire une grande iloula pour le premier grand rabbin de France dans les temps à venir. Ce grand rabbin s'appelle le Rav David Zitzheim. Et le Rav David Zitzheim, qui d'ailleurs est un grand Talmid Chacham, le Rav David Zitzheim va écrire un commentaire entier du Talmud qui s'appelle le Yad David. Le Rav David Zitzheim est connu dans le monde juif comme étant un grand Talmid Chacham. Ce n'est pas un petit joueur. Et c'est lui qui est choisi pour être le premier grand rabbin de France. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire répondre aux 12 questions posées au Sanhédrin de Paris. Et je sais que vous savez tout ce que je vous dis, mais c'est important de le rappeler parce que ça va mettre en place le contexte dans lequel le Rav David et le Rav Tzadok HaKohen va agir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, les 12 questions au Sanhédrin? Il y a des questions parmi les 12 qui ne posent pas problème. Mais il y a des questions qui posent problème. Lorsque vous demandez, est-ce qu'un juif se sent proche et fidèle à la France, il n'y a pas de problème de répondre oui. Mais lorsque l'une des questions est, est-ce qu'un juif peut se marier avec une non-juive? Je pense que je parle au nom de tout le monde en disant que nous avons un passeport français. Vous comprenez donc que le Rav David Zitzheim et les autres ont dû répondre à cette question
Oui. Je vous rappelle qu'on a non seulement le protocole des questions, mais on a aussi le protocole des réponses. Donc, même s'ils ont essayé de faire une réponse comme ça, tu sais, qui va dans tous les sens, ils ont répondu que oui. Sinon, on n'aurait pas de nationalité française. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais il n'y avait pas le choix, c'est les Juifs, ils en avaient marre de la persécution, ils voulaient enfin être reconnus, ils voulaient... J'entends, je ne juge pas. Je dis simplement que la construction du Grand Sanhédrin de Paris, construction du Sanhédrin qui va, et citoyenneté aux Juifs de France, qui va être donnée quelques 35 ans avant, parce que c'est en 1804 que la citoyenneté est donnée à tous les Juifs de France, eh bien les amis, c'est 35 ans avant la naissance du Rav Tzadok HaKohen, Zadok Khan. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce Rav naît d'abord dans une famille de Juifs très pieuses, très impliqués dans le judaïsme. Le grand-père du Rav Tzadok HaKohen était lui aussi un membre de ce Sanhédrin, de ce fameux Sanhédrin. Il s'appelait le Rav Yaakov Mayer. Le Rav Yaakov Mayer était un des rabbins du Sanhédrin du Rav David Yitzhaim. En d'autres termes, nous sommes face à une réalité où le petit Zadok, grandit dans une France où les Juifs sont émancipés, ont reçu leur citoyenneté. Ils sont les premiers en Europe à recevoir la citoyenneté. Mais d'accord, mais ça va avec quelque chose. Ça va avec une assimilation d'abord culturelle fulgurante. Fulgurante. Je ne parle pas encore de mariage mixte, car les mariages mixtes, ça va venir un peu plus tard. Mais là, à partir du moment où les Juifs sont citoyens français, c'est au niveau culturel une assimilation incroyable. Et c'est dans cette réalité-là que vous me dites, on n'a jamais entendu parler du Rav Tzadok HaKohen comme étant le Rav Tzadok HaKohen. C'est monsieur le grand rabbin Tzadok Khan, ou Khan. Mais les amis, c'est la preuve de cette assimilation culturelle, monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin, c'est culturellement français. Dans tout le reste du monde juif, les rabbins qui vivaient dans tous les autres pays n'étaient absolument pas influencés de par leur vie quotidienne par les nations chez lesquelles ils vivaient. Lorsqu'on a parlé, alors Rabbi Yoel Moshe, il habite en Eretz Israël, mais il n'est pas du tout influencé culturellement par l'Empire ottoman. Que ce soit Rabbi Moshe Khalfon HaKohen, comme on a parlé de lui en Tunisie à Djerba, bien sûr qu'il vit dans une ambiance musulmane. Mais Rabbi Moshe Khalfon, il est complètement juif dans toute son identité. Il ne vit pas avec les musulmans. J'ai envoyé une photo, mais une photo de qui? Une photo du Rav, j'espère. C'est-à-dire, alors qu'ici, eh bien, évidemment, je ne sais pas si tu as envoyé une photo du Rav Tzadok à Cohen, mais si tu as envoyé une photo du Rav, eh ben, la photo du Rav, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'assimilation culturelle par excellence. Par excellence. C'est-à-dire que maintenant, le rabbin est habillé comme un curé. Mais il faut que vous compreniez ce que ça veut dire. Le Rav est habillé comme un prêtre. C'est terrible. Le Rav va monter pour faire son sermon sur la chair, comme le pasteur, le prêtre à l'église. Le Rav va porter le chapeau, pas le chapeau que vous connaissez, le chapeau des hommes d'église. Vous comprenez que culturellement, on n'y est pas. Les synagogues consistoriales sont des copier-coller des cathédrales. C'est de ça qu'on parle. Et donc, c'est dans cette ambiance-là d'assimilation culturelle où les Juifs de France, même s'ils sont religieux,
ne ressemblent pas du tout à des juifs religieux. Ils ressemblent à des Français jusqu'au bout des ongles. Et ils veulent ressembler à des Français. Vous comprenez que dans ce contexte-là, l'antisémitisme est quelque chose qu'on ne veut pas reconnaître et le sionisme est quelque chose qui n'a pas sa place. Eh oui, vous me suivez. Tu ne peux pas être devenu un citoyen français et prôner la volonté d'une nouvelle terre et d'un nouveau pays. On y reviendra, mais Herzl écrira dans son journal que s'il y a bien une communauté sur qui il ne faut pas compter pour le rêve sioniste, c'est les Juifs de France. Il l'écrit clairement, on ne peut pas compter sur les Juifs de France. Les Juifs de France ne viendront pas. Ils sont trop bien en France et trop impliqués et assimilés en France. Et je le répète, y compris les religieux. Y compris les religieux. C'est-à-dire, c'est caché méode. Rajoutez à cela les noms. Rajoutez à cela les noms qui vont être francisés. Il n'y a pas de plus grande assimilation que ces trois choses que nous avons gardées en Égypte, que nos sages nous disent, on a gardé trois choses en Égypte, c'est ce qui nous a gardé de l'assimilation, c'était, on n'a pas changé notre nom, on n'a pas changé nos vêtements, et on n'a pas changé notre langue. Ce sont les trois choses principales qu'on a changées en France. Eh oui, on a commencé à s'habiller, les rabbins, comme des curés, on a fait les sermons, et non pas les drachotes, en français, et le grand rabbin de Paris, qui va donner la smicha la rabbanout à Rav Tzadok HaKohen, n'est autre que le rabbin Lazare Isidore. Bon, les amis, Lazare Isidore, certes, Lazare, c'est Leiser, Eliezer, mais on est bien loin du Eliezer. Et Isidore, je ne sais pas quelle est son origine juive. Ou alors peut-être Isidore Dieu, je ne sais pas, Isidore, l'Odéa. Ou alors c'est une génération facile, Isidore, l'Odéa. Mais en tout cas, ce n'est pas a priori juif. Donc vous comprenez dans quelle ambiance le Rav Tzadok HaKohen grandit. Je vous fais toute cette introduction que je n'ai pas l'habitude de faire pour vous montrer à quel point il est courageux et à quel point son activité va être incroyable justement à cause du contexte. D'accord? Alors venez, rentrons dans le vif du sujet. Donc comme on a dit, il fait partie d'une famille de rabbinim, une famille qui a grandi dans l'Alsace, depuis très très longtemps en France. Il va finalement être ordonné rabbin en 1862. Il a à peine 23 ans. Il est ordonné rabbin et il va étudier dans la très prestigieuse école rabbinique de Metz. Ah oui, il faut bien qu'on puisse avoir un petit peu de ga'ava de là d'où on vient. Donc, la très prestigieuse école rabbinique de Metz, évidemment, et c'est à ce moment-là qu'il sort son premier ouvrage. Car oui, le Rav Tzadok HaKohen, d'abord, est un rabbin pour qui la morale et la justice est fondamentale. Et son premier livre sera L'esclavage selon la Bible et le Talmud. Tout un essai dans lequel il explique pourquoi la Torah n'a pas interdit directement l'esclavage, comment est-ce qu'à cette époque-là, ce n'était pas audible, comment est-ce que la Torah et le Talmud ont limité l'esclavage presque pour le rendre 4 étoiles,
et comment, même dans la Torah et dans le Talmud, on peut voir déjà les prémices de ce qui va être l'abolition de l'esclavage. Parce que pour lui, les droits de l'homme, on est en France, les droits de l'homme universels, les droits universels des droits de l'homme, enfin la déclaration universelle des droits de l'homme, doivent évidemment, ne peuvent pas être en contradiction avec la Torah. Alors très bien, un Kol Beseder. Mais c'est là que le Rav Tzadok HaKohen fait face à un véritable problématique. Pourquoi? D'accord. D'accord. La vérité sort de la bouche des enfants. Je suis d'accord. En 1867, il va se passer quelque chose. Il sort son livre. Il pense que tout va bien. Seulement, en quelques années, les relations entre la France et l'Allemagne, la Prusse, se dégringolent complètement, si bien qu'entre 1870 et 71, vous le savez très bien, il y a la guerre. Il y a la guerre entre la France et l'Allemagne, guerre durant laquelle ils ont réussi à avoir l'Alsace et la Lorraine. Sauf que l'Alsace, c'est sa ville de naissance. Il est de là-bas. Certes, maintenant, il habite à Paris, mais il est de là-bas. Est-ce qu'il va montrer sa loyauté à sa famille restée en Allemagne maintenant, puisque l'Alsace est devenue allemande, ou est-ce qu'il devient fidèle à sa nouvelle nation, la France? Et c'est là que le Rav Tzadok HaKohen va montrer que lui n'est pas uniquement influencé par l'extériorité de la France, mais il a gardé son identité profonde. Ce que la France lui demande de faire, qui n'est pas en désaccord avec sa morale juive, il le fait. Mais lorsque la France me demande de considérer ma famille comme l'ennemi, mon peuple juif comme l'ennemi, tout simplement parce qu'il est du mauvais côté de la frontière, eh bien, il n'en est pas question. Et il continuera à faire passer non seulement des messages, des relations écrites, mais également toute l'aide qu'il peut apporter aux Juifs qui sont restés en Alsace. Et c'est là qu'on va commencer à avoir le courage du Rav Tzadok HaKohen. Mais les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer. En 1880, il y a le décret Crémieux. Qu'est-ce que ça veut dire le décret Crémieux? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'à partir de maintenant, les Juifs, ça y est, les Juifs des colonies, les Juifs d'Afrique du Nord deviennent également des citoyens français. D'Algérie. Oui, tu as raison, autant pour moi. J'ai voulu être trop englobateur. D'Algérie. Oh, on sent l'Algérien qui est venu, tu vois, il a dit « Oh, wow, tu me mets pas dans le même sac que les Marocains et les Tunisiens, hors de question !» Alors, les Algériens. Ah, c'est bon, colton. Et donc, effectivement, maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Quel rapport avec le Rav Tzadok HaKohen? Parce qu'en France, tout le monde voit le Rav Tzadok HaKohen comme étant le successeur de Adolphe Crémieux quant à la question juive. Comment est-ce qu'on accueille les Juifs, quel que soit l'endroit duquel ils viennent, en France? Mais pourquoi on a besoin du Rav Tzadok HaKohen? Ça paraît évident. Les Juifs viennent de recevoir la citoyenneté par le décret Crémieux. Tout va bien. Forcément qu'ils vont être bien accueillis. Et là, je te dis, tu l'as vu, mon œil? Mes deux yeux, tu les as vus? Les amis, que les choses soient bien claires. Que ce soit dans les années 80, des années 1800, ou dans les années 1900, ou 1910, ou 1920, franchement, on est entre nous, d'accord? Je peux le dire. Il n'y a pas plus raciste que les Juifs à l'intérieur du peuple juif. Et chaque communauté juive pense qu'elle est la meilleure par rapport à la communauté d'à côté. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un de la communauté d'à côté qui a le malheur d'arriver dans une communauté préétablie, oi vavoy. Oi vavoy. Je vais vous donner simplement l'exemple de ma famille. Lorsque mes grands-parents arrivent de Pologne en France, ils sont accueillis
par ce qu'on appelle les Yekes, par les juifs ashkénazes d'Europe de l'Est, enfin, de l'Est de la France, de Metz en l'occurrence, mais il faut voir comment mes grands-parents sont accueillis. C'est-à-dire officiellement, il est préférable de se marier avec une non-juive française plutôt qu'avec un juif de Pologne. Les Polonais sont vus comme les rebuts de la société. Manquerait plus qu'ils parlent en yiddish dans la rue. Non, mais ça ne va pas. Évidemment que ce que je viens de dire pour mes grands-parents, ça a été exactement ce que les Juifs du Maghreb ont subi aussi quand ils sont arrivés. Et c'est vrai dans chaque communauté, mais bien sûr, parce que vous croyez quoi? Que dans les années 50, lorsqu'il y a eu une vague énorme de Juifs d'Afrique du Nord qui sont arrivés en France, on les a accueillis et respectés comme tels, ou on les a tout de suite ashkénisés? Il n'y a qu'à voir les prières, il n'y a qu'à voir, vous savez quoi? Il n'y a qu'à voir Rabbi Jacob. C'est pas la peine d'aller chercher très loin. Je suis désolé, les amis. Quand les Juifs d'Afrique du Nord sont arrivés, on leur a imposé la tfila ashkénaze, on leur a imposé dans les écoles le birkat Amazon ashkénaze, on leur a imposé les coutumes ashkénazes, l'habillement ashkénaze. J'en passe, c'est des meilleurs. Parce que c'était mieux. Les amis, je ne dis pas que ça s'est passé qu'en France, hein, c'est comme ça dans toutes les communautés. Il y a un problème d'accepter l'autre en tant que tel et d'y voir une richesse. Le Rav Tzadok HaKohen, lorsque les Juifs qui reçoivent la citoyenneté veulent arriver en France, veulent être considérés comme des Juifs de France à part entière, il va être le seul à se battre pour accepter cela. Oui, permettez, mais ces impositions ont été déjà faites en Algérie parce que les rabbins venaient d'Alsace et ils ont imposé tout leur minhag alsacien aux Juifs algériens. Et ça date de loin, ça date pas seulement de 62. Ah non, mais tu as raison complètement, 100%. Je ne parle pas quand ils viennent seulement en France. C'est-à-dire de les accepter en tant que juifs français, mais qui restent comme ils sont. C'est vrai, le Rav Tzadok HaKohen a envoyé une lettre. Il envoie une lettre aux autres dirigeants communautaires d'Alsace en disant qu'il serait préférable de laisser aux rabbins algériens la direction des communautés. Il n'a pas été suivi. Par contre, il a quand même réussi à gagner une bataille, c'est qu'on a dit, OK, les rabbins algériens peuvent être rabbins en Algérie, mais à une condition. Ils viennent se faire former à Metz. Parce qu'il est évident qu'en Algérie, ils n'ont pas de Torah, ils n'ont pas de tradition et ils ne savent pas enseigner. Donc, il est évident qu'ils ne peuvent pas devenir rabbins là-bas. Donc, on va les faire venir en France, à Metz. Là-bas, ils vont étudier un peu la vraie Toïré. Et comme ça, ils pourront revenir. Mais évidemment, tu as raison. Donc, le Rav Tzadok HaKohen se bat contre ça. Il se bat contre ça et au final, ça a marché. Hein. Ça a pris beaucoup de temps. C'est arrivé après lui. Mais le Rav Ashkenazi Manitou, je ne sais pas si vous connaissez, une midrasha qui a été créée en son nom. Mais Manitou, son père, si je ne m'abuse, est le premier grand rabbin d'Algérie qui est algérien. Je crois que c'est le premier. Hein. Oui, c'est ça. Mais Kitsour. Donc, ça a mis le temps avant que ça marche, mais finalement, ça a marché. Et puis, encore une fois, Rabotai, les choses évoluent. Les choses évoluent et il y a un homme qui arrive en France, qui arrive à Paris en 1882. Et le seul chez qui on va à ce moment-là, c'est le Rav Tzadok HaKohen. Et cet homme, vous le connaissez puisqu'on l'a étudié ensemble. Il s'appelle le Rav Shmuel Moaliver. Le Rav Shmuel va à Moaliver avec son idée de vouloir recréer Eretz Israël, les Moshavot, Maskeret, Vatia. Mais le Rav Shmuel Moaliver, pour réussir, doit rencontrer le baron Edmond Binyamin Zev de Rothschild. Et qui va l'introduire chez le baron de Rothschild? Sinon, le Rav Tzadok HaKohen. Et oui, car Rabbi Tzadok HaKohen fait le lien avec le rêve sioniste. Mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire quand on est grand rabbin de France.
J'ai eu cette discussion pas plus tard que ce Shabbat, que le grand rabbin de France, je ne vous dirai pas avec qui j'ai eu cette discussion, mais je suis en France actuellement, et on me dit, mais le grand rabbin de France, il ne peut pas avoir une position ouvertement sioniste. C'est pas possible. J'ai dit, et le Rav Tzadok à Cohen alors, qui fait rencontrer le Rav Moaliver avec le baron de Rothschild, qui va recevoir Herzl. C'est de ça qu'on parle, les amis. On va continuer à parler de son implication sioniste, mais Malaasot, l'histoire le rattrape. L'histoire le rattrape et donc, qu'est-ce qui se passe? Arrive 1894. 1894, vous l'aurez compris, c'est l'affaire Dreyfus, évidemment. Et durant l'affaire Dreyfus, lui, le Rav Tzadok Cohen, prend tout de suite fait et cause. On le lui interdit. Le préfet de Paris vient le voir et l'interdit de prendre fait et cause dans le procès parce que ce serait considéré comme étant une intrusion dans les affaires judiciaires de la France et on pourrait même le soupçonner de corruption, voire de trahison. Donc, il n'a pas le droit de prendre fait et cause. Le premier jour du procès, le Rav Tzadok Cohen arrive et il dit « Je connais Alfred depuis l'Alsace. Je connais sa famille depuis des générations. Ce sont des gens fidèles. Alfred est innocent. » Il va se faire radier. Il va se faire radier s'il n'y avait pas la double pression populaire. Parce que d'un côté, on commence à crier mort aux Juifs autour du Grand Rabbin de France, et ça, les autorités, ils ne sont pas contents parce que c'est une institution française. Et il y a tous les soutiens les pro-Dreyfusards qui prennent aussi la défense du Grand Rabbin de France. Résultat des courses, il reste en place. Mais il n'a pas peur et il n'a pas sa langue dans sa bouche, Rabotaï. Pour lui, Alfred Dreyfus est complètement innocent et il va écrire face au journal La Libre Parole. Vous savez qu'il y avait un journal complètement antisémite qui s'appelait La Libre Parole. Eh bien, là-bas, le Rav à Cohen va tout simplement écrire une réponse à tout antisémitisme là-bas, dans lequel il dira, par exemple, La Yahadut ein ma leitbayesh. Le judaïsme n'a pas à avoir honte, ni dans le passé, ni dans son présent, et certainement pas dans son futur. Et il faut le proclamer sur tous les toits, la tête haute. Le judaïsme est digne de confiance. Vous savez ce que c'est d'écrire un texte comme celui-là en plein milieu de l'affaire Dreyfus? Alors on a dit, le Rav Tzadok Cohen, évidemment, on est complètement dans un homme qui est amoureux de Tzion. Il va rejoindre l'organisation Chibat Tzion et il va prendre la tête de la cellule française de Chovevet Tzion. Mais quand on parle d'une cellule française de Chovevet Tzion, ça ne peut pas être à mettre au même niveau que les rabbins polonais de Chovevet Tzion. Parce que le rabbin en Pologne, il s'en fout de la Pologne. Mais là, on parle d'un rabbin qui a un statut officiel en France. Et il prend officiellement fait et cause pour Chibat Tzion. C'est énorme. Il va être complètement derrière la Aliyah Rishona et la Shnia, les Chalutzim. Il est à fond dedans. Il est à fond dedans. Et en novembre 1895, alors je ne sais pas si vous connaissez, il y a une BD qui traite de la vie de Herzl. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui existe en français et en hébreu, qui s'appelle Herzl, que vous pouvez retrouver chez Brigitte, évidemment. Et il y a toute une partie qui est consacrée aux rencontres entre Herzl et le Rav Tzadok à Cohen. Mais oui, parce qu'évidemment, quand Herzl il est en France, qui vient voir? Il vient voir le Rav Tzadok à Cohen.
il ne peut pas. Alors, évidemment que le Rav ne peut pas être aussi Mitlaev que Herzl lui-même, parce que lui, il a quand même une communauté aussi en France à s'occuper. C'est pas. Rappelez-vous quand même que de tous les rabbins qu'on a évoqués, c'est le seul qui est le grand rabbin d'un pays. Donc, il y a aussi une responsabilité de l'autre côté. Mais on voit que le Rav Tzadok HaKohen va être extrêmement enthousiaste par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place et, de son point de vue, va être tomère autant qu'il peut. Mais pour le Rav Tzadok, une chose est évidente. Si on parle de résurrection nationale, et c'est là d'ailleurs qu'il va être, j'allais dire, plus sioniste que Herzl, si on parle de résurrection nationale, ça ne peut pas se faire en allemand. Ça ne peut pas se faire en allemand. Et donc, eh bien, le Rav Tzadok HaKohen fait partie de ceux qui veulent ressusciter la langue hébraïque. Il aura de très bons rapports avec Eliezer Ben Yehuda. Il aura de très bons rapports parce que Eliezer Ben Yehuda va lui poser plein de questions quant aux nouveaux mots qui sont issus de la culture française, parce que le français, à l'époque, c'est la langue mondiale. Comment est-ce qu'on peut les faire rentrer dans l'hébreu? C'est-à-dire, donc, à chaque fois qu'il aura des questions à ce niveau-là, il demandera au Rav Tzadok HaKohen ce qu'il en pense. Et donc, il le pousse à continuer à terminer le dictionnaire. C'est-à-dire, dans les remerciements que Eliezer Ben Yehuda écrit au début de son dictionnaire, eh bien, il y a une grande partie qui est réservée aux remerciements pour le Rav Tzadok HaKohen. Les amis, qu'est-ce qu'il va écrire? Certes, il est sioniste, certes, il n'a pas sa langue de sa poche, mais encore une fois, je vous l'ai dit, il est complètement impliqué auprès de sa communauté, auprès des Juifs qui habitent en France. Et pour lui, le retour à la Bible, au Tanakh, est fondamental. Et donc, vous comprenez qu'il n'y aura absolument rien de surprenant à savoir que il fait partie des instigateurs et de ceux qui vont y participer à la traduction du Tanakh. La fameuse Bible du rabbinat, c'est lui. Alors, est-ce qu'on est content ou on n'est pas content? C'est à double tranchant, les amis. Vous me demandez, moi je vous dis, c'est pas bien la traduction de la Bible du rabbinat. Manitou, il vous dira traduction égale trahison. Et tout ça, c'est vrai. D'un autre côté, le Rav Tzadok HaKohen, il dit, ouais, mais les gars, ils lisent pas. Ils ne comprennent pas l'hébreu. La réalité du terrain fait que les gens en France ne comprennent plus l'hébreu. Donc, tu veux qu'ils retrouvent un petit peu leurs origines, tu veux qu'ils sachent qui ils sont, tu veux pouvoir les reconnecter avec leur terre, avec tout ce... Il faut qu'ils connaissent le texte. Alors, même s'il s'agira de trahison, c'est mieux que rien. Je suis le premier lorsque j'ai des élèves qui arrivent en Israël, à leur dire, lisez le Tanakh. Ils me disent, même on ne comprend pas l'hébreu. Et je leur dis, mais lisez en français. Que vous ayez quand même une vision globale de ce que Dieu il nous a demandé. Certes, ce sera pas, vous n'aurez pas bien compris le Tanakh, c'est sûr. Vous ne serez pas des grands érudits en Tanakh, mais une base. Et donc ça, nous le devons évidemment à Rabbi Tzadok HaKohen. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque il va également, alors ça n'a pas marché. Hein. Ça, c'était une idée géniale, mais ça n'a pas marché. Peut-être qu'il faudrait le refaire, j'en sais rien. Mais il a créé la Bible de la jeunesse. La Bible de la jeunesse. C'était quoi l'idée? C'était de squeezer tous les passages qui ne sont pas des histoires et de ne laisser que les histoires du Tanakh pour les enfants. Rabotaï. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en France, moi, j'ai connu dans ma jeunesse le livre qui s'appelait La Bible illustrée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait un tome bleu et un tome rouge. La Bible illustrée. Bon, la Bible illustrée, c'est une partie de ce fameux Tanakh la Noir du rabbin Tzadok HaKohen. Revenir au Tanakh, c'est obligatoire. Alors, il va avoir également des textes qui sont beaucoup plus courts, qui sont des textes, on va dire,
sur des sujets en particulier. Il va avoir une lecture de Titus, d'après les Haggadot du Talmud dans la série de Gittin. Il va avoir une étude très poussée sur justement l'histoire de Yosef. Bekitsour, il prend des parties de l'histoire juive et il va essayer de les commenter autant que possible. Au final, le plus important de ces textes, à part la Bible traduite du rabbinat, c'est les 4 volumes où on a recueilli ces drashot et ces néoumim. On s'appelle Drashot Veneumim chez l'arabe Tzadok HaKohen. Ça a été imprimé et édité il n'y a pas très longtemps, où en fait on peut voir quels sont les sujets qui inquiètent le peuple juif en France dans cette époque-là. Et comment on peut voir la dissonance énorme entre un peuple juif qui se sent plus français que les Français et un rabbin qui sait à quel point la connexion avec l'identité juive doit rester centrale. Eh bien, voilà le Rav Tzadok HaKohen. Finalement, eh bien, Rabbi Tzadok HaKohen mourra en 1906. En 1906, il s'éteint. Et où est-ce qu'il va être enterré? C'est ça la grande question. Il est enterré en France. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Est-ce qu'il a demandé à être enterré en Eretz Israël? Non. Il n'a pas demandé à être enterré en Eretz Israël. Hashéelaï Lama. Eh bien, lui n'a pas donné de réponse. On ne va pas essayer de trouver. Par contre, il y a un homme qui va être aussi un correspondant du Rav Tzadok HaKohen et qui, lui, va apporter sa réponse. Sa réponse, c'est que Rabbi Tzadok, ou tu as raison, autant pour moi, l'homme en l'occurrence l'appelait Monsieur le grand rabbin Zadok Khan, n'a pas demandé à être enterré en terre d'Israël parce qu'il ne pouvait pas se soustraire à sa communauté. Mais s'il ne tenait qu'à mes échanges avec lui, il aurait été le premier à vouloir y être inhumé. Je vous lis ici une partie de la correspondance qu'il avait avec le baron de Rothschild. Et si le baron de Rothschild, lui, a demandé à être rapatrié en Eretz Israël, il dit le Rav Tzadok HaKohen, lui, il ne voulait pas demander de partir et ainsi quitter sa communauté. Voilà un homme qui a dû faire face à une réalité dans laquelle l'assimilation culturelle était inimaginable. Inimaginable. Et comme on l'a dit tout à l'heure, à tel point que Herzl dira les Juifs de France ne viendront pas en Israël. Eh bien, face à cette réalité-là, on a un homme qui se bat pour la résurrection de la langue hébraïque. On a un homme qui se bat pour le retour au Tanakh. On a un homme qui se bat pour clamer haut et fort la légitimité du judaïsme. On a un homme qui se bat pour l'implantation des Juifs en terre d'Israël. On a un homme qui se bat pour faire se rencontrer les gens qui vont permettre la réalisation du rêve de la terre d'Israël. Nous avons celui qui aura été le défenseur de la cause juive dans une Europe assimilée, le Rav Tzadok HaKohen, et non pas Monsieur le grand rabbin Zadok Khan. Chazak ou Barour, si vous avez des questions, c'est à vous. Moi, je voudrais dire quelque chose. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Je voudrais peut-être nuancer ce que vous avez dit avec l'arrivée des Juifs de Pologne et que vous mettez dans le même sac avec l'arrivée des Juifs, ce qu'on disait à l'époque, les Juifs d'Afrique du Nord. Parce que moi, j'avais toujours l'impression, ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait important. Ceci dit, il m'a semblé qu'avec les Juifs d'Afrique du Nord, les Juifs qui se pensaient israélites, les Juifs d'Alsace-Lorraine, dont je fais partie par ma naissance, ils ont quand même fait un tikkun. Parce que les Juifs d'Afrique du Nord ont quand même été beaucoup mieux accueillis
que les Juifs de Pologne. Vous ne pouvez pas comparer. Je rappelle ce que raconte Neher, par exemple, Tu as raison. que la communauté de Oui, Strasbourg. tu as raison. Bon, je vous laisse la parole. Pardon. Non, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Non, tu as raison. Tu as raison. Mais enfin, c'est un peu au pays des aveugles, le borgne est roi. C'est-à-dire que oui, ils ont fait un tikkun par rapport à la façon dont ils ont accueilli les Juifs de Pologne, mais il y avait encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Tu veux que je te dise, moi, ce qui me tue, tu sais qu'il y a une grosse alia à Strasbourg. Il y a plein de Juifs de Paris qui viennent habiter à Strasbourg. Et il y a plein de communautés qui se créent à Strasbourg, des nouvelles communautés de Juifs 100% séfarades. 100% séfarades, hein. Tous des Marocains, des Algériens, Tunisiens, ce que tu veux. Et je connais personnellement un des fondateurs d'une de ces nouvelles communautés qui a décidé, c'est tous des Marocains, okay, il n'y en a pas un qui n'est pas marocain. Et ils ont appelé leur communauté Keilat Chafetz Chaim. Maintenant, j'ai aucun problème avec le Chafetz Chaim, je suis fan du Chafetz Chaim, le Mishnah Berurah, c'est mon dada, mais excusez-moi, il n'y a pas de rabbin du Maroc que tu aurais pu appeler ta communauté au nom d'un des rabbins du Maroc, que tu m'as choisi un rabbin d'Europe centrale, d'Allemagne. Et ça, c'est dû au fait qu'on les a habitués, ne serait-ce que dans la Torah, à étudier une Torah ashkénaze, parce que la Torah séfarade, on a voulu la mettre un petit peu de côté. Le Rav Ovadia Yosef, il est arrivé plus tard et il a fait un tikkun aussi là-dessus. Mais je veux dire, moi, j'ai grandi au ZEI, j'ai grandi pas grandi dans les écoles juives, mais je connais aujourd'hui les écoles juives. Tu les entends tous faire le Birkat Amazon. C'est le Birkat Amazon ashkénaze. Et avec tout ça, excuse-moi, Oui. et avec tout ça, il me semble que l'État d'Israël, avec les problèmes qu'il y a encore aujourd'hui entre Ashkenaz et Séfarades, pourrait quand même apprendre de la communauté juive de France où il y a eu énormément de mariages mixtes entre Ashkenaz et Séfarades quand même. Mais complètement, je vais te dire mieux que ça. Et comme disait Manitou, le judaïsme de France, qui a énormément évolué, bien sûr, à ce niveau-là, le judaïsme de France, c'est peut-être ça qui doit apporter en Israël, dans la Géoula, c'est cette capacité d'être ensemble. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, au final, les Juifs de France, ils vivaient ensemble. Mais voilà, c'est ce que je Mais voulais. oui. Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que c'était pas facile au début. Nahon. C'est tout. T'as Mais raison. je suis d'accord avec vous à 100%, bien sûr. Je voudrais quand même dire qu'en 1936, quand a été fondée la première école juive de France, il n'y avait pratiquement pas de Sfardim en France. Elle s'est appelée l'école Maïmonide, alors qu'on aurait pu l'appeler l'école Rachi ou l'école Rabbeinu Tam. Bon, on l'a appelée comme Maïmonide. Je pense que c'est un peu mesquin de dire le Chafetz Chaim est considéré comme une autorité. Bien fait, c'est un bon tikkun. Tout le monde utilise, tout le monde regarde le Mishnah Berurah, même quand j'écoute des rabbanim sfaradim, ils le citent et c'est une autorité de la même manière que le Rav Ovadia Yosef est cité par des Ashkenazes aussi. Je voulais vous dire quand même, il y a un certain nombre simplement de choses que vous avez dites qui me paraissent devoir être corrigées. D'abord, la citoyenneté française n'a pas été accordée par Napoléon, elle a été accordée par l'Assemblée constituante en 1791 pour les Ashkenazes, en 1790. Je crois que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ça a commencé déjà après la Révolution française, que les Juifs avaient différents statuts. Oui, mais ils ont reçu la citoyenneté. En fait, Napoléon a un peu rétrogradé. Deuxièmement, le décret Crémieux date de 1870, pas de 1880. En dehors de cela, je pense que vous avez très bien souligné l'importance du Ramat Tzadok qui, malheureusement, n'a pas été toujours très apprécié par les milieux religieux en France en particulier, étant donné que le consistoire, de manière générale, avait mauvaise presse. Et je crois que vous lui avez rendu justice en parlant de ses accomplissements courageux et également qui ont encore un impact aujourd'hui, puisque tout le monde utilise encore la Bible du rabbinat français. Et je ne pense pas qu'il
il y a eu une Bible qui l'a véritablement remplacé. Donc, je vous remercie à ce point de vue-là. Eh ben, je vous remercie, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi j'ai dit 1880, mais vous avez bien fait de le souligner. Merci beaucoup, autant pour moi. Et ben, on essaie de rendre justice à un grand homme qui va avoir énormément de résonance dans ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'on va essayer de continuer à faire avec ces personnages-là qui sont inconnus, méconnus ou mal connus, pour les remettre au devant de la scène, parce qu'ils sont ceux qui ont accompagné la résurrection nationale du peuple juif, et on leur doit évidemment énormément. Chazak ou Baruch, Shavua Tov, Lekulam. Toda Rabba, c'était vraiment très Toda intéressant. Shavua Tov. תודה רבה, שבוע טוב, שבוע שבוע טוב. טוב. Merci beaucoup. Kol Tov. שבוע טוב, חזק, חזק וברוך. Toda Rabba. Chazak